J'ai été diagnostiqué d'un épisode dépressif et j'ai commencé les antidépresseurs hier. Et bah ça, je n'aurais jamais imaginé le raconter. C'est encore difficile de dire qu'on a besoin d'un médicament pour une maladie psychique. À quel moment on choisit peut-être de se tourner vers le développement personnel ou vers un médecin ? Je reçois Jean-Victor Blanc, médecin psychiatre et fondateur de Pop & Psy, afin de parler de santé mentale. Salut Jean-Victor. Salut. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui et un petit peu stressé. C'est probablement peut-être l'épisode le plus personnel que je vais faire, puisque hier j'avais rendez-vous avec un psychiatre et que j'ai eu un diagnostic qui m'a un peu perturbé. On va rentrer dans le détail parce que j'ai envie quand même que ça parle à tout le monde, etc. Parler de mon expérience, c'est quelque chose qui pourra parler à d'autres évidemment, mais je veux quand même qu'on parle du coup de la santé mentale, de tous les troubles qui existent aujourd'hui. Mais quand même, pour teaser un petit peu, j'ai été diagnostiqué d'un épisode dépressif et j'ai commencé les antidépresseurs hier. Okay. Autant te dire que c'est un bouleversement dans ma vie et que j'aurais jamais imaginé qu'à 40 ans, je me retrouve à avoir réalisé tous mes rêves, à avoir une vie qui, sur le papier, est absolument canon, et qu'on me diagnostique un trouble dépressif et de me dire vous allez devoir prendre des antidépresseurs. Et ça m'a déstabilisé, et donc c'est pour ça que je te dis que pour moi c'est très particulier de t'avoir, parce que c'est un peu bizarre. Et même de le dire publiquement, puisque je l'ai pas dit encore publiquement. Je voudrais te poser une question avant qu'on parle de tout ça. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui la société va pas super bien ? Alors, c'est une bonne question, c'est une grande question. Il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait qu'aujourd'hui, on parle plus de la santé mentale, et ton exemple le montre bien. Aujourd'hui, c'est moins difficile qu'avant de parler de troubles psychiques dont on est atteint ou dans sa famille, parce qu'il y a eu ce grand mouvement qui est de déstigmatisation. Donc, on sait aussi qu'on détecte mieux, on diagnostique mieux, on soigne mieux. Donc, c'est ce qui fait que par rapport à il y a, admettons, 100 ans, on sait qu'il y a plus de troubles aujourd'hui, que c'est plus visible aujourd'hui qu'avant. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire il y a de plus en plus de gens qui en parlent. Après, on sait aussi qu'il y a d'autres facteurs qui sont probablement liés à notre style de vie qui font que les troubles augmentent, au-delà de uniquement le fait qu'on les diagnostique mieux. Ouais, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que justement t'as sorti 2 livres sur là-dessus, et moi ce que j'adore avec ton approche, et c'est d'ailleurs pour ça que je t'avais proposé, c'est que t'as un côté pop culture. J'adore la pop, et forcément ton approche, je trouve, permet de moderniser quelque chose où j'ai pas l'impression, alors je veux pas faire de jugement, tu vois, mais d'avoir un vieux monsieur de 70 ans qui me parle de psychanalyse. Et je trouve que déjà, des fois c'est pas forcément sexy d'en parler, mais toi t'arrives à montrer que justement t'as écrit Pop & Psy, t'as 2 livres sur là-dessus, je les mettrai en description. En quoi justement la pop culture t'aide à parler davantage de ces problèmes de soucis mentaux ? Et en fait, c'est grâce à la pop culture qu'on en est là aujourd'hui et qu'on parle mieux et plus de santé mentale et de psychiatrie. Parce qu'il y a eu toutes ces grandes stars, de Lady Gaga à Bradley Cooper, en passant par Miley Cyrus ou Selena Gomez, qui depuis maintenant plus d'une dizaine d'années parlent à visage découvert, disent « je suis atteinte du trouble bipolaire, j'ai été concernée par des addictions pendant une partie de ma vie ». Et surtout, ce qu'ils disent, c'est « et aujourd'hui, je vais mieux parce que j'ai pris soin de moi, parce que je me suis arrêtée, parce que j'ai pris des médicaments ou j'en prends toujours pour m'aider, parce que j'ai été hospitalisée ». Et ça, c'est complètement nouveau. Et donc, pour moi, c'est un bon moyen de, comme tu dis, quelque part un peu casser les codes, montrer que finalement, ça peut concerner tout le monde, montrer aussi que ça peut concerner des personnes qui, par ailleurs, sont très puissantes, très aimées, ont beaucoup de succès, sont des stars mondiales, reconnues, etc. Que c'est pas associé à la violence, que c'est pas associé aux faits divers, comme souvent, malheureusement, on en parlait notamment en France jusqu'à récemment. Donc, l'idée de la pop culture, c'est de donner un autre visage à la santé mentale et de la faire mieux comprendre avec à la fois les stars dont j'ai parlé et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est les deux, les films, les séries, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de films et de séries qui parlent de santé mentale et que c'est un vrai moyen de s'éduquer vis-à-vis de ces troubles qui restent quand même assez mal compris dans notre société. Moi, ce que j'ai halluciné, c'est dernièrement, c'est Big Flo et Oli. Alors, c'est lequel ? C'est Big Flo qui a balancé, mais dans une interview de podcast, il l'a dit, mais d'un naturel. C'était il y a à peine un mois, où il balance. Oui, moi, je prends des antidépresseurs depuis 2 ans.
Mais genre, et il demande à la présentatrice du podcast en face, qui est une jeune influenceuse, il me semble qu'elle est connue pour ça, c'est Alice Underground, si tu Ouais, bien sûr. qui elle aussi, alors je vais pas te dire, j'ai pas envie de déformer, mais elle parle aussi d'une histoire de peut-être anxiolytique qu'elle a pu prendre ou autre, et j'ai trouvé que c'était décomplexé. J'ai dû réécouter 2 fois le passage, tellement que je me suis dit, mais comment, enfin. Parce que à ce moment-là, j'en étais pas à ce que je viens de te dire là. Moi, je ne savais pas. Donc, quand j'ai écouté ça, ça m'a surpris que quelqu'un qui est connu en France, qui remplit des stades, qui vend des albums, dise qu'il prend des antidépresseurs depuis 2 ans. Comment t'expliques que des personnalités qui, sur le papier, ont tout pour être heureux, ne le sont pas? Parce que tu dis, c'est hyper intéressant. Alors moi, c'était le sujet de ma thèse de médecine, donc il y a une dizaine d'années, qui était la représentation des médicaments antidépresseurs. Parce qu'il y a plusieurs tabous. Il y a le tabou lié aux maladies. Aujourd'hui encore, pour certaines personnes, être atteint de dépression, c'est pas vraiment une maladie, il suffirait de se secouer, c'est un petit peu du cinéma pour qu'on s'intéresse à soi, etc. Ce qui est faux, mais c'est une idée reçue qui est assez fréquente. Pour les gens qui pensent ça, forcément, ils pensent que du coup, les antidépresseurs, c'est une solution de facilité, c'est une poudre un peu magique, voire c'est du dopage, et que si les gens ils se prenaient un peu plus en main, ils n'auraient pas besoin de médicaments. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, les médicaments, notamment les antidépresseurs, ils restent très mal vus dans notre société. Notamment par l'entourage, que ce soit l'entourage familial, social, professionnel. C'est encore difficile de dire qu'on a besoin d'un médicament pour une maladie psychique, là où c'est pas tellement le cas pour d'autres maladies. Quand on a un problème de cœur, c'est rare que l'entourage dise « mais attends, tu prends des médicaments pour ton cœur, mais est-ce que tu sais exactement ce que c'est? Est-ce que tu sais comment ça marche? Il faut les prendre le moins longtemps possible, etc. » Évidemment, derrière ça ne veut pas dire que les médicaments sont la solution pour tout le temps, tout le monde, qu'il n'y a pas des effets secondaires. C'est comme tout médicament, il y a des effets positifs, des effets secondaires, il faut bien réfléchir à qui on prend, combien de temps, pourquoi, etc. C'est pas des bonbons, évidemment, mais on voit bien que dès qu'on parle de médicaments en psychiatrie, on voit que tout de suite, il y a vraiment cette défiance et cette idée que finalement, c'est pas nécessaire. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment une levée du tabou sur ce sujet. Ouais, mais c'est d'ailleurs génial quelque part qu'il y ait cette levée du tabou, mais du coup, toi, qu'est-ce qui fait que sur le papier, justement, les gens qui ont tout, bien sûr, et ce malaise, non? Bien sûr. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que les troubles psychiques, et tous, incluant la dépression, le trouble bipolaire, les addictions, c'est des maladies qu'on dit multifactorielles. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas une seule origine. Il y a déjà une origine qui est familiale. Il y a des familles dans lesquelles il y a plus de dépression, il y a des familles dans lesquelles il y a plus de schizophrénie, il y a des familles, c'est vrai aussi pour les autres maladies, mais ça, c'est déjà une première chose. On n'est pas tous égaux vis-à-vis de la santé mentale, mais de la santé en général. Donc c'est une première explication. Ensuite, il y a tous les événements de vie. Lorsque on a rencontré des difficultés dans son enfance, qu'on a été victime de violence ou de harcèlement, d'un deuil ou de quelque chose, d'un événement de vie négatif, traumatisant jeune, on sait que là aussi, ça va fragiliser quelque part chez certaines personnes le psychisme. Et puis ensuite, il va y avoir tout ce qui va être l'environnement. Avoir un travail, par exemple, stressant. Et quand on dit stress, souvent on imagine quelque chose forcément négatif, mais pas tout le temps. Et pour revenir à ta question, par exemple, la célébrité, du point de vue psychique, c'est considéré comme un stress. Même si c'est quelque chose que beaucoup de gens ont cherché, c'est qu'on devient rarement célèbre à son insu, en général, ou alors ils voulaient être artistes et ils deviennent célèbres, ou ils voulaient être célèbres tout court, mais en tout cas, c'est parfois quelque chose qui est recherché. Et néanmoins, et là-dessus, c'est sûr que n'importe quel docu, moi du coup, je les adore, j'ai tous vu celui sur Britney Spears par exemple, For the Record, c'est vrai qu'on regarde 1h30 de sa vie. C'était à l'époque un documentaire qu'elle a construit, en tout cas elle était d'accord pour le faire, donc c'est pas un documentaire sur elle mais vraiment avec elle, et on se dit mais qui pourrait supporter ça, ne pas pouvoir se balader 2 minutes dans la rue, planifier tout une demi-journée à l'avance, le moindre restaurant, le moindre magasin qu'elle veut faire, etc. C'est quand même un facteur de stress. Donc après c'est pas de dire
Et de toute façon, en santé mentale, il n'y a pas de hiérarchie. C'est pas dire ah oui, mais en même temps, elle est quand même très riche, donc elle n'a pas le droit de se plaindre. Ou ah mais elle le voulait. Ou non, en fait, chacun va avoir une réaction différente et la souffrance psychique peut s'exprimer de plein de manières différentes, même si c'est vrai, certaines personnes vont être plus exposées que d'autres. Et par exemple, c'est vrai que à l'inverse, la précarité, le fait d'avoir peu de moyens, ça génère un stress et on sait que c'est plutôt mauvais pour la santé mentale. Donc, il y a tout un ensemble. Ça ne veut pas dire que quelqu'un de très riche ne peut pas avoir de troubles, mais statistiquement, on est quand même plus protégé. Donc, en fait, c'est un sujet qui est complexe et c'est pour ça qu'en fait, des gens, on se dit ils ont tout pour être heureux. En fait, pas forcément. Oui, c'est un entrepreneur qui s'appelle Yumi Denzel. Je ne sais pas si tu situes, qui a fait une vidéo sur YouTube il y a quelques années où il parlait d'un trouble dépressif qu'il a eu. J'avais trouvé la vidéo passionnante parce qu'il avait été très... pour ceux qui ne le connaissent pas, il est multimillionnaire, il vit à Dubaï, il a plutôt une vie qui a l'air sympa sur le papier et lui-même, il a survendu une vie... Enfin, survendu, je ne sais pas s'il a survendu, mais en tout cas, il a montré une vie où il semblait épanoui et à un moment donné, il a dû faire face à aller prendre rendez-vous chez un psychiatre, à faire des analyses, à se rendre compte qu'il avait un problème de trouble dépressif et à reprendre sa vie en main différemment. Et je me souviens qu'il avait parlé d'une forme d'humilité face à la vie, on peut se croire arrivé, tout puissant, et quand le corps arrive, lui qui avait tendance à dire no pain, no gain, en fait c'est tout à fait possible de réussir dans la vie si on a la motivation, ça l'avait mis un genou à terre, voire même deux, et il avait mis 1 an à remonter alors qu'il vivait dans une tour à Dubaï avec tout ce qu'il faut pour soi-disant être heureux. Et je trouve que c'est assez intéressant, en tout cas, en fait, moi, c'est ce que je réalise aujourd'hui, c'est l'humilité face à... Moi aussi, j'ai pu être un peu... quand on veut, on peut et tout est possible, mais quand par moment, t'es allongé sur ton canapé et que tu ne peux pas te lever et qu'il n'y a rien qui fait que tu arrives à aller bien, ça met en perspective un peu les discours de ce qu'on peut avoir. T'as l'impression justement que c'est mal vu, les maladies psychiques qui ne se voient pas. Il n'y a pas que la dépression, mais peu importe la bipolarité, le TDAH ou autre, quoi. Effectivement, on dit souvent que c'est des maladies qui sont invisibles, ce qui en fait est, je trouve, assez faux. En fait, quelqu'un qui est déprimé, qui va pas réussir à se lever, qui va moins bien dormir, qui va moins bien manger, qui va être ralenti dans ses pensées, dans son discours, dans ses gestes, puisque ce sont des symptômes de dépression, c'est finalement, et c'est ce qu'on se rend compte, moi je travaille à l'hôpital, c'est finalement très visible. Mais la grande différence avec beaucoup d'autres maladies, c'est que c'est vrai qu'en psychiatrie, on n'a pas une prise de sang ou un scanner, un examen qui permet de dire voilà, il y a ce diagnostic ou il n'y a pas ce diagnostic. C'est un diagnostic qui est clinique, qui du coup repose sur l'expression de symptômes qui peuvent être soit racontés par la personne, soit qu'on objective, etc. Et donc, c'est vrai que souvent, il y a un peu ce discrédit où on se dit, en fait, c'est un peu du chiquet. Est-ce que c'est vraiment une maladie ? Et je pense que beaucoup de l'ambivalence qu'on a par rapport au regard sur les troubles psychiques vient de ça, en fait. On se dit, est-ce que c'est vrai ou pas ? Et c'est intéressant parce que, notamment quand c'est des personnes qui sont très écoutées ou effectivement, où on se dit de loin, parce qu'en plus, les réseaux sociaux ont comme ça de très particulier, qui est qu'on va montrer un petit aspect de la vie de quelqu'un. Et donc, en fait, même quelqu'un qui va être à faire 20 stories par jour et 3 posts, cumulés, ça fait moins d'1 heure dans sa journée. Et en fait, ça peut être très tentant de dire, bah oui, c'est ça sa vie. Alors qu'en fait, il va montrer que certains moments, etc. Donc, c'est un des aspects qui fait qu'on se dit, bah voilà, en fait, il avait tout pour être heureux. Et en fait, non. Et c'est là que justement, on va renverser le regard là-dessus, quoi. Comment on fait la différence, tu vois, pour quelqu'un qui va consulter parce qu'il pense qu'il a un trouble, ou par exemple je vais pas très bien, j'ai pas trop le moral, il y a un petit coup de mou, moi j'ai mis 3 ans à consulter, en me disant non mais ça va, j'ai vécu une rupture il y a 3 ans, je sais que c'est un peu ça qui a été le début de la fin. C'est pas la fin, c'est le début, justement. Mais comment on arrive à se dire il faut que j'aille consulter ou pas, bien en sûr. Fait, fais un peu de sport, mange bien, dors des 8 heures et ça ira, quoi. Ou prends tes vacances, va au soleil. C'est sûr que c'est difficile de faire une réponse qui serait générale pour tout le monde parce qu'en plus il y a plein de troubles, mais si par exemple on se centre sur la dépression, c'est normal
normal de traverser des moments de tristesse. Pour le coup, toute tristesse n'est pas une dépression. C'est une émotion humaine et heureusement, alors c'est normal dans la vie de tous les jours. C'est aussi normal à certains moments compliqués de la vie, comme tu cites, voilà, une rupture, un deuil, une période de chômage. C'est normal que ça nous affecte. Et être psychiatre, c'est pas commencer à vouloir diagnostiquer tout le monde et n'importe qui. Après, il y a des symptômes qui sont définis en psychiatrie pour justement voir la différence entre ce qui correspond à une réaction qui serait adaptée par rapport à un deuil ou d'ailleurs par rapport à rien du tout. Parfois, on se réveille, on est de mauvaise humeur ou on est triste parce qu'il fait pas beau, parce que je sais pas quoi. Dans ces critères, par exemple, on va retrouver la durée. C'est-à-dire que être atteint de dépression, ça va être déjà triste particulièrement, être triste toute la journée et être triste pendant au moins 15 jours. Donc ça permet déjà de distinguer, voilà, j'ai un petit coup de blues pendant 2-3 jours et bon, ça va mieux spontanément parce que je me change les idées ou je pars en vacances, d'une dépression. Et puis surtout, il va y avoir tout un ensemble d'autres symptômes que je détaille justement dans mon livre et c'est pour ça que c'est à la fois pop, mais en même temps, il y a vraiment un besoin d'être très rigoureux. Ça va être par exemple le sommeil, quelque chose qui va être assez objectivable. Quand on est un dormeur, quand on n'a pas de trouble de sommeil, qu'on est habitué à dormir, je sais pas, 7, 8 ou 9 heures, du jour au lendemain, on n'arrive plus à s'endormir ou on se réveille très tôt. Ça va être un symptôme là aussi objectivable et qui montre que c'est aussi la dépression, une maladie qui va toucher le corps. Ça peut être les troubles de l'appétit, par exemple, ne plus avoir faim ou à l'inverse, avoir beaucoup plus faim et prendre du poids. Chez les femmes, ça va être une irrégularité au niveau des règles. Ça va être des difficultés de concentration. Se dire en fait c'est vrai qu'avant j'arrivais à lire des pages ou me concentrer sur une conversation et en ce moment c'est des exemples de patients mais disent par exemple un dîner avec beaucoup de monde, j'ai du mal à suivre les conversations, soit parce que ça m'intéresse moins, soit parce que j'ai du mal à me concentrer sur quelqu'un, à maintenir mon attention. Et donc, en fait, c'est tous ces symptômes qui vont faire que, pour le coup, on va parler d'une maladie et pas d'un coup de blues passager. Ouais. Donc, c'est une question aussi de bien se connaître et d'être attentif à tous les changements qui peuvent se mettre en place au fur et à mesure et qui durent dans le temps. Puisqu'on voit que c'est la duration dans le temps qui va aussi... Exactement. Sauf que le problème, c'est qu'on ne nous enseigne pas ça. À l'école, on parle de la santé bucco-dentaire, lavez-vous les dents, on parle de plein de choses, on parle jamais de santé mentale, c'est pas intégré dans le cursus et ensuite pendant le reste de la vie des gens pour la plupart du temps, sauf si on s'intéresse à la santé mentale, c'est pas des choses qu'on enseigne, sauf, c'est vrai, aujourd'hui c'est du coup une source d'information dans les séries, dans les films ou lorsque des célébrités vont parler de leur parcours. Donc c'est là qu'il y a vraiment un jeu à faire, je trouve. Ou Osez by Nico qui balance. Voilà, exactement. qui partage son expérience. J'ai l'impression que justement avec les réseaux sociaux on est vite un peu paumé aussi puisque aujourd'hui il y a tellement d'injonctions de tu vas pas bien, fais ci, tu sais même je te résume ma dépression en 60 secondes, je te résume mon TDAH en 60 secondes ou 4 points et je trouve que les réseaux sociaux ils te balancent où chacun a sa propre vérité. Et ça fait que tu peux aussi, j'ai l'impression, tourner en rond sur des choses où lui il a raison, je vais prendre telle formation, je vais calmer mon système nerveux avec telle formation d'un tel ou je vais faire tel stage. Qu'est-ce que tu penses un peu de toute cette, on va dire, ces florilèges de bien-être sur les réseaux qui pullulent? Bien sûr, non mais c'est exactement ça, c'est le mot. Alors c'est très compliqué parce que les réseaux sociaux, d'un côté, c'est ce qui a permis aussi ce mouvement de libération de la parole. Clairement, alors il y a eu effectivement les films, les stars, mais il y a vraiment eu les réseaux sociaux. C'est aussi parce qu'aujourd'hui, les célébrités peuvent s'exprimer directement à leur audience, à leur communauté, sur ce qu'ils traversent, qu'on parle autant de santé mentale. À l'époque du vieux Hollywood, de Marilyn Monroe, etc., en fait, les studios qui verrouillaient complètement la communication des stars avaient aucun intérêt à ce qu'une Marilyn Monroe se mette comme ça en interview à dire en ce moment ça va pas bien, je prends un traitement, etc.
Donc tout était extrêmement verrouillé jusqu'aux années 80-90, quand on voit les destins de Whitney Houston, Michael Jackson, Prince, George Michael. En fait, on voit que tous finalement avaient des troubles psychiques, mais personne n'en parlait, il n'y avait pas de conversation là-dessus. Donc les réseaux sociaux, ils ont quand même permis, avec d'autres choses, de libérer la parole sur le sujet. Donc ils ont eu un effet quand même positif. Néanmoins, et de plus en plus, c'est vrai, on sait qu'ils ont aussi un rôle négatif, les réseaux sociaux. Déjà parce que ça correspond à un facteur de stress pour le cerveau. On sait que notamment, les personnes qui vont passer le plus de temps sur les réseaux, donc on ne parle pas d'addiction, mais on va parler d'usage problématique pour dire en fait des gens qui perdent un peu le contrôle et qui passent trop de temps, vont être plus à risque de dépression, vont être plus à risque de troubles du comportement alimentaire, avec plusieurs pistes d'explication. Une, c'est que déjà, plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, moins on fait les autres choses qui peuvent nous faire du bien. L'activité sportive, le sommeil, converser, discuter avec des amis, faire des choses plaisantes, etc. En fait, donc, qui sont importantes, qui, pour le coup, elles sont bonnes pour la santé mentale. Donc, c'est un des effets. L'autre, et notamment, ça a été montré, notamment chez les femmes et chez les jeunes filles, le risque de la comparaison. En fait, on compare du coup avant, quand on vivait il y a 3 siècles ou je sais pas quoi, dans un village où il y avait 100 personnes, en fait, on se comparait à 100 personnes. Aujourd'hui, on se compare à des milliards de personnes qui ont des vies qui paraissent très lointaines ou très proches, mais en tout cas auxquelles on n'aurait pas forcément eu accès. Et du coup, cette comparaison fait que ça renforce aussi un sentiment d'insécurité, que ce soit au niveau corporel, parce qu'on se compare du coup à des gens qui en fait dont le métier est d'être pour les hommes très musclés, pour les femmes très minces, très qui correspondent exactement aux archétypes de beauté, avec derrière soit beaucoup de travail, parfois beaucoup de chirurgie, parfois aussi des images qui sont trafiquées, de la chance aussi, mais je veux dire qui sont complètement irréelles, et donc forcément on se compare et on sait que ça va augmenter par exemple l'insatisfaction corporelle. Donc les réseaux sociaux, ils ont vraiment cette image un peu double, et comme tu le disais aussi très justement, et c'est le 3e point, c'est un peu long, mais c'est que les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a un vrai problème autour de la santé mentale, puisqu'il y a malheureusement beaucoup de dérives sectaires, de dérives commerciales, où en fait des personnes mal intentionnées profitent de parler de santé mentale pour en fait faire payer des formations de charlatans à des gens, de développement personnel, de méthodes qui ne sont pas du tout prouvées, qui ne sont pas du tout montrées, et ça devient un business, voire même potentiellement une secte, et c'est l'organisme de surveillance des sectes en France, la Miviludes, qui a dit qu'aujourd'hui, il y a vraiment une explosion des mouvements de sectes passant sur le bien-être autour de la santé mentale sur les réseaux sociaux. Donc c'est un vrai sujet. Ouais, justement, je veux t'en parler, mais pour t'en parler, j'aimerais bien... en fait, si tu veux, moi j'ai quand même un podcast où je parle beaucoup de développement personnel, je parle de spiritualité, et j'ai expérimenté beaucoup de choses. Et je ne regrette absolument rien, mais du coup j'arrive aujourd'hui sur un peu un état des lieux, c'est un état des lieux, et ce qui s'est passé, pourquoi j'ai franchi la porte d'un psychiatre hier, c'est parce que effectivement, depuis ma rupture, il y a des hauts et des bas, sauf que c'est de pire en pire chaque année. Et j'ai tout essayé. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez cyclique. Donc, ça peut aller très bien, comme ça peut aller moins bien. Et j'ai remarqué au fil du temps que plus j'allais bien, plus les retombées, un peu comme une drogue, je tombais assez bas. Si je faisais une conférence publique, ce qui est arrivé par exemple il y a 2 semaines où je fais une conférence, ça se passe super bien, j'ai les félicitations de la mairie, tout ça, enfin vraiment en soi c'est cool, on me reconnaît dans les trucs, enfin franchement je devrais me dire waouh super, je suis rentré chez moi, je me suis allongé sur le canapé, mais pas de fatigue en mode j'ai besoin de chiller, je suis rentré en mode j'ai une vie de merde, je suis nul, je suis moche, je suis gros, ça n'a aucune cohérence avec ce que j'ai vécu le matin. Et en fait, ça a été de pire en pire, ça, c'est haut et c'est bas. Et donc, en ayant ce podcast, j'ai un peu tout essayé parce que je suis quelqu'un de curieux. Donc, j'ai fait des stages de développement personnel, j'ai fait du chamanisme en Amérique du Sud, de prise d'ayahuasca, j'ai fait des stages de yoga, de méditation, de silence, de l'hypnose, de la PNL, programmation neurolinguistique, des stages de développement personnel qui peuvent durer un week-end, même une fois 3 mois, enfin...
je crois que j'ai essayé, pas tout évidemment, mais beaucoup de choses. Et en fait, j'ai eu le... Alors attention, je fais un gros disclaimer, je ne suis pas du tout en train de changer mon fusil d'épaule et à dire que ce que j'ai fait c'est de la merde, en aucun cas. Pour mon cas, aujourd'hui, à l'instant T, j'ai remarqué que ça m'a fait du bien, ça m'a fait avancer, mais ça ne m'a jamais fait repartir. Enfin, ça m'a fait, ça là, je retombe à chaque fois dans les méandres de mes problématiques de tristesse, de vide et de pensées très négatives qui arrivent sans que je n'arrive à les contrôler. Et en fait, c'est de pire en pire, malgré tout ça. Et c'est pour ça que j'ai été voir un psychiatre hier et que, clairement, à la fin de la séance, il m'a dit j'imagine que vous venez pas là pour juste parler. Vous avez déjà parlé assez à plein de gens. Et qui m'a donné cette idée de voie médicamenteuse qui me fait terriblement peur. Pourquoi ? Parce que ma grand-mère a été sous médicaments toute sa vie, dépressive, avec tentative de suicide, que ma mère a été à un moment donné de sa vie sous médicaments aussi antidépresseurs avec tentative de suicide, et qu'il y a une peur terrible chez moi d'être en train de reproduire le schéma de ma lignée familiale. Ben, merci beaucoup pour ton partage. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez fréquent. Alors, comme tu dis, et je te disais tout à l'heure, il y a un risque familial, donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Après, souvent, il y a aussi une confusion. Alors déjà parce que d'une génération à l'autre, c'était pas forcément les mêmes avancées, c'était pas forcément les mêmes médicaments, et puis on connaissait pas forcément aussi bien la santé mentale qu'aujourd'hui. Et puis souvent, il y a une confusion un peu autour des médicaments les psychotropes, entre les antidépresseurs, les anxiolytiques, dans certains cas les stabilisateurs de l'humeur, et donc on a un peu tendance à considérer que je connais un tel ou dans ma famille qui a eu des médicaments toute sa vie. Bon, ça peut vouloir un peu tout et rien dire, entre guillemets, parce que ça peut être, est-ce que c'était un traitement pour dormir, par exemple, qui normalement doit se prendre que pendant quelques semaines maximum? Est-ce que c'était un antidépresseur? Dans certaines pathologies, il y a besoin de médicaments au long cours. Dans certaines pathologies, comme le trouble bipolaire, dans certains types de dépression également, qu'on appelle les dépressions récurrentes. Ça aide et ça permet de vivre. C'était Muriel Robin, par exemple, qu'on parle très bien, qui dit en fait, aujourd'hui, je sais que c'est un traitement dont j'ai besoin pour vivre. Souvent, c'est considéré comme honteux, mais il y a beaucoup de maladies, des maladies cardiaques, pulmonaires, rénales, etc., où on sait qu'en fait, il y a besoin d'un traitement à vie aussi, et c'est pas considéré comme un échec ou comme une tare, loin de là. Après, évidemment, une fois qu'on dit ça, ça ne veut pas dire que tout le monde a besoin d'un médicament à vie. Mais il y a vraiment plein de situations différentes. Il y a aussi, c'est vrai, certaines personnes qui, pour le coup, prennent un traitement parce qu'il est renouvelé, mais qui n'en auraient pas forcément besoin toute leur vie. Donc, finalement, dire je connais un tel qu'on a pris toute sa vie, c'est souvent pas assez détaillé pour qu'on puisse vraiment en faire quelque chose, quoi. Oui, ce qui est impressionnant, c'est que là, depuis que j'en parle, là c'est très récent parce que c'était hier, mais avant ça, j'avais quand même, quand j'ai pris le rendez-vous, j'en ai parlé autour de moi, et j'ai eu des gens qui m'ont dit en fait, moi j'ai passé une phase dépressive aussi pendant 1 an, et puis j'ai pris des antidépresseurs et ça m'a vachement aidé. Et en fait, on le sait pas. Enfin, les gens n'en parlent pas, et ça, c'est assez impressionnant aussi de voir quand tu évoques l'idée tout d'un coup, en fait, je suis pas seul à vivre ça. Je voulais justement revenir sur cette idée en fait, j'ai l'impression... Toi, qu'est-ce que tu penses du développement personnel ? Je parle pas forcément des gourous et des formations qui n'apportent rien, mais réellement de ces livres, livres ou pas, ou autres d'ailleurs, mais qui amènent du bon sens et des bonnes choses par rapport à quel moment on choisit peut-être de se tourner vers le développement personnel ou vers un médecin ? C'est une bonne question. Alors, moi, j'ai jamais des avis très tranchés. Enfin, le développement personnel, ça peut être intéressant. Ça aide certaines personnes qui s'y retrouvent avec des conseils effectivement d'hygiène de vie, autour de l'alimentation, autour de le sommeil, etc. Donc, c'est pas quelque chose de négatif en soi. Après, ce que je constate moi en tant que psychiatre, c'est que
un petit peu comme ce que tu décris, c'est que certaines personnes pensent que c'est l'équivalent d'un accompagnement spécialisé, que ce soit en psychothérapie ou en psychiatrie, et en fait ont un peu tendance à s'épuiser dans ces méthodes-là, qui peuvent être coûteuses en énergie, coûteuses en argent également. Mais en fait, ce qui est un peu compliqué, notamment sur les réseaux sociaux, c'est pour quelqu'un qui va pas très bien, notamment qui a une dépression, lui dire alors en fait, la méthode miraculeuse, c'est se réveiller à 5 heures du matin, faire 1 heure de sport, puis des bains glacés, puis manger hyper bien avec des légumes et je sais pas quoi, et des protéines le matin, puis etc., etc. En fait, c'est des routines qui sont hyper exigeantes, que déjà, il faut être vraiment en forme pour réussir à les suivre. Et pour certaines, n'ont même pas tellement prouvé leur efficacité. Mais en fait, ça renvoie à une situation finalement d'échec. En fait. Et c'est là que ça peut, pour le coup, alimenter un cercle un peu vicieux. Parce qu'en fait, du coup, ces solutions, elles ont aussi tendance à beaucoup mettre l'accent sur l'individu et la responsabilité sur l'individu. C'est si, en fait, tu vas pas bien, c'est parce que tu fais pas ma routine. Et donc, en fait, dans la dépression, qui est déjà une maladie dans laquelle il y a beaucoup de culpabilité, quand on est atteint de dépression, on se dit que c'est de sa faute si on est malade, que c'est de sa faute si le monde va mal, que c'est de sa faute si un tel va pas bien également. On a tendance à s'attribuer des torts à tort pour le coup. En fait, ça rajoute encore une couche parce que du coup, c'est vrai qu'on a des patients qui arrivent à l'hôpital qui sont littéralement épuisés parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à essayer toutes ces méthodes un peu miraculeuses où à chaque fois, finalement, on leur a dit oui, c'est de votre faute parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à faire ce que je vous dis, donc c'est pour ça que vous êtes malade. Or, comme je disais, la dépression, c'est une vraie maladie. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de responsable. Il y a un ensemble de facteurs qui peuvent faire qu'on est atteint et concerné par cette maladie et il n'y a pas de solution miraculeuse et certainement pas de l'ordre du développement personnel. Même si on sait que pour la dépression, par exemple, pour prévenir la dépression ou pour traiter les dépressions, on va dire légères à modérées, l'activité physique, ça peut aider. L'art, la musique, le divertissement, ça peut aider. Le sommeil, c'est important. L'alimentation aussi. Donc, ça ne veut pas dire que tout ça, en fait, est mauvais, hein, évidemment, mais c'est plutôt dans la manière dont c'est présenté qui me gêne dans le développement personnel. Et d'ailleurs, Florian Ferreri, que tu connais peut-être, qui est... Il est dans mon service, c'est le chef de mon service. Donc. Mais tu connais aussi le psychiatre que j'ai vu hier. Okay. Bon, je ne vais pas le nommer là, mais je sais qu'il te connaît. Je connais tout le monde maintenant. C'est clair. Bonne enquête avant le podcast. Oui. Florian Ferreri, je travaille avec lui à France 2, donc sur l'émission Ça commence aujourd'hui. Et c'est lui qui m'a mis en contact avec quelqu'un. Et en fait, quand je lui ai évoqué brièvement entre deux émissions, comme il m'a dit, quand il m'a parlé d'aide médicamenteuse, il m'a fait une réflexion que j'avais jamais vue de cette façon-là. Il me dit, tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, quand tu fais un coaching de PNL ou que tu es suivi, ça marche pas parce que ton corps, là, il n'arrive plus à assimiler. Et il dit, si tu as une aide médicamenteuse, en fait, qui réactive les bons trucs dans ton corps, tu seras beaucoup plus sensible à la réussite d'un coaching qui va te remettre sur la voie. Et je l'avais jamais vu comme ça. Parce que du coup, je culpabilisais par moment d'avoir pu d'avoir fait des séances, vraiment, je cite la PNL, programmation neurolinguistique, et de me retrouver à être motivé pendant le truc vraiment, mais genre, ça va super bien. Je fermais le Zoom, je m'allongeais sur le canapé. Tout ce qu'on s'était dit n'avait pas existé. Je trouvais terrible que le cerveau ait autant de force, en fait. Et c'est dur, tu vois, même de te parler là de médicaments. Parce que avec ma mère et ma grand-mère, jamais de ma vie, j'aurais pu, là, en plus de le dire dans le podcast, pouvoir dire, oui, je prends des antidépresseurs. Enfin, ça me paraît fou. Quand je suis allé à la pharmacie hier, j'avais honte. J'avais honte de moi et j'ai voulu un peu dédramatiser le truc en mode oui, ce soir j'ai un concert, je vais peut-être prendre 1 ou 2 verres de vin, il n'y a pas de contre-indication. Tellement que je voulais dire, je vais pas si mal, vous inquiétez. Enfin, parce que j'avais honte d'aller. C'est un peu embêtant qu'il y ait cette image-là. Bien sûr, on voit bien à quel point c'est un poids. Et ça, c'est très spécifique aux maladies psychiques. C'est qu'il y a le poids d'être malade. C'est pas de sa faute. C'est jamais marrant d'avoir une maladie, quelle qu'elle soit. Mais en plus, en psychiatrie, il y a la honte
d'être malade. C'est quand même très spécifique. C'est effectivement les seules ordonnances que les patients ont un peu honte d'aller chercher en pharmacie. Avec, il est vrai, parfois aussi certains pharmaciens qui vont aussi tenir des propos stigmatisants en disant j'ai déjà une patiente qui est jeune, qui lui présente son ordonnance. Pour le coup, elle a un trouble bipolaire. Elle lui dit mais vous êtes jeune quand même pour prendre des médicaments comme ça. C'est hyper culpabilisant, il n'en sait rien, il ne la connaît pas, comme si c'était une solution de facilité. C'est des attitudes qui existent encore dans notre société et qui rajoutent en fait de la peine à celle liée à la maladie, quoi. Parce que voilà, on n'a pas à se justifier de devoir prendre un médicament alors que c'est déjà pas simple de prendre un médicament, mais en plus d'avoir ce poids-là et de devoir le cacher et quelque part un peu le masquer, faire une blague et trouver l'énergie de faire une blague pour dédramatiser comme si on était responsable et que la personne qui donne les médicaments devait être rassurée. C'est quand même dingue de se dire que on en est là sur la santé mentale, quoi. Oui, moi j'avoue que là le pharmacien a été très très cool et ça m'a pas et c'est ça. Mais t'imagines le paradoxe de ma journée. Pour te faire le truc, j'ai rendez-vous à 14h chez le psychiatre. Il me dit, épisode dépressif, on va passer aux antidépresseurs. Moi, dans le métro retour, j'avais les larmes aux yeux, j'étais là, comment j'ai pu foirer ma vie pour qu'à 40 ans, j'en arrive là. Vraiment, c'est ce que je me suis dit. Je rentre, j'apprends que dans 2 jours, j'interviewe Nicky Doll, que j'essaye d'avoir depuis 3 ans. Déjà, le contrebalancement du truc, tu vois. Et le soir, je suis invité au concert de Louisa à la Cigale, où je bois du vin blanc et je danse sur de la musique franco-brésilienne, et où je vais très bien. Et comment on peut expliquer ces paradoxes de l'être humain ? Enfin, alors là, c'est une question. Vaste question, ouais. Non, c'est sûr que c'est compliqué. Il n'y a pas une explication, mais ce que ça montre, c'est que cette alternance aussi, elle peut être assez épuisante et qu'on sait qu'en santé mentale, on parle d'événements de vie ou de facteurs de stress. C'est pas parce que quelque chose va être par exemple une bonne nouvelle ou un événement de vie heureux, admettons un mariage, une promotion, je sais pas, une naissance, qui sont considérés comme des choses heureuses dans notre société, ça peut être un facteur de stress équivalent à un chômage, une rupture ou un deuil. Donc en fait, tout ce qui va être transition, on sait que ça va être aussi des facteurs, des moments de fragilité dans la vie des individus. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer, c'est pas simple, hein, mais de se détacher de la valeur un peu morale qu'on va donner aux événements. Vous se dire, ah mais pourtant t'as ça mais t'es pas heureux, il s'est passé ça et pourtant tu te plains. En fait c'est pas vraiment comme ça que le cerveau fonctionne. Ouais. J'ai des petites questions, réponses rapides. C'est parti. Alors, vas-y, prends de l'eau. Si tu veux, réponse rapide. Mais on voit que t'es... Enfin, je te dis ça. Tu dois faire beaucoup d'interviews et être assez rodé en télé parce que t'as des réponses très... tu vois. Effectivement, ouais, j'en ai fait beaucoup entre les podcasts, la télé avec le Mac de la santé, les vidéos très courtes, style combiné brut et tout. Ouais. Donc ce sera pas un exercice compliqué pour toi. Une séance de psy ou une heure de yoga, laquelle change vraiment quelque chose ? Pas la séance de psy, hein, parce que la compréhension de soi. Alors après, évidemment, toutes les séances de psy, c'est pas non plus comme dans la série En Thérapie où quasiment à chaque fois il se passe quelque chose d'énorme et on se dit mais waouh, il est trop bon, il arrive toujours. Bon, évidemment, c'est pas toujours comme ça. Néanmoins, on en garde quand même quelque chose. Il y a des séances qui peuvent être très importantes et que la compréhension de soi qui est apportée, notamment quand on en a besoin par la séance de psy, est quand même supérieure au yoga qui est par ailleurs une super activité, évidemment, mais une séance de yoga ne change pas la vie, enfin je crois pas. Désolé, ceux qui aiment le yoga qui vont me hater. Antidépresseur ou méditation ? Ça dépend pour qui, mais quand on est malade, antidépresseur. Ouais. Secoue-toi, la phrase la plus inutile de l'histoire de la santé mentale, d'accord ou pas ? Ouais, d'accord. C'est culpabilisant, c'est... non, ne pas dire ça. Réseaux sociaux, thérapie de groupe ou source d'anxiété ? Un peu les deux, hein. Un peu les deux, mais honnêtement, ce qui est assez préoccupant, c'est qu'on a l'impression que c'est de plus en plus quand même facteur de stress, quoi. Ouais. Brinette 2007 ou toi un lundi matin, qui est le plus en crise ?
Oh, Britney, parce que cette crise était tellement... Moi, c'est là que c'est parti, Pop et Psy. Ah, ok. Enfin, rétrospectivement, ça m'a tellement marqué, en fait. La manière dont elle a été traitée, c'était quand même là l'énorme star de mon adolescence. Quand elle s'est mise à aller mal, c'était pas du tout considéré comme un sujet de santé mentale, mais comme vraiment... Un animal de cirque. Un animal de cirque. Ouais. Personne parlait de santé mentale à l'époque, c'était 2007, enfin ça paraît dingue. Ouais. Netflix à 3h du mat ou rendez-vous chez le psy, lequel est le plus thérapeutique? Netflix à 3h du mat, c'est vraiment pas bon pour le coup, parce que notamment le sommeil, c'est vraiment important. Donc, j'ai rien contre Netflix, au contraire, c'est un bon moyen de se divertir, de s'évader, mais pas à 3h du mat, et en tout cas pas à la place du psy. Kanye West se dit génie, son psychiatre dit trouble bipolaire, qui a raison? On peut avoir un trouble bipolaire et être un génie. Hein, pour le coup. Tout à et fait. lui en a été un, mais il y en a énormément d'autres. Lady Gaga dit changeons ce putain de monde. Toi, tu commencerais par quoi? Rendre la psychothérapie prise en charge par la Sécu. Bon, c'est un petit truc, mais c'est un énorme truc, mais qui est loin d'être anodin, parce qu'en France, la psychothérapie est encore mal remboursée. Ah bah, Enfin, pas clairement. remboursée. Clairement, enfin, hier j'ai payé 150 balles non remboursées. Hein. Enfin, en vrai, enfin, et puis là, il y a quand même un suivi tous les mois. Bon, effectivement. Je vais bien sur Instagram, je vais mal dans la vraie vie. Est-ce que tu as déjà fait ça? Non, parce que, enfin, à titre personnel, ouais. Non, parce que je publie pas trop des choses sur ma vie perso. Ouais. Donc c'est vrai, mais c'est vrai que je partage plutôt les choses positives, donc peut-être un peu, enfin voilà, je partage rarement des choses vraiment perso, notamment sur mon compte professionnel, mais c'est que quand je vais partager, c'est des choses plutôt positives. Ouais. Oui, c'est ton compte pro de communication, quoi. Psychiatre, psychologue, comment choisir le bon? Ça va dépendre de l'indication là aussi. Psychiatre, ça va être vraiment pour notamment tout ce qui est traitement, diagnostic. Psychologue, ça va être pour la psychothérapie, donc l'accompagnement pour comprendre avec la parole. Même si certains psychiatres font de la psychothérapie, donc c'est un peu complexe, mais retenons qu'il y en a un qui est un médecin qui peut prescrire des médicaments et l'autre non, il fait de la psychothérapie. Ouais. Sachant que là, tu vois. Je vois un psychiatre, il me dit trouble dépressif, antidépresseur pour remonter la pente. Évidemment qu'il faut avoir un suivi psychologique derrière, en fait. Oui, c'est ce que j'ai envie de te dire tout à l'heure. Oui, parce que ça va être vraiment complémentaire. Dans les dépressions modérées à sévères, on sait qu'effectivement, il y a besoin d'un antidépresseur. Et comme tu disais tout à l'heure, déjà pour redonner l'énergie, parce qu'en fait, pour faire tout le reste, de toute façon, à un moment, il faut de l'énergie. Et quand il n'y en a plus du tout, c'est vrai que c'est le médicament qui restaure ça. Ensuite, une fois qu'on récupère un peu cette énergie, évidemment, on conseille d'entamer un parcours de psychothérapie où là, en fait, ça va être à la fois pour prévenir d'autres épisodes, guérir les symptômes de la dépression et surtout comprendre en fait son parcours, comprendre son histoire et essayer de parfois changer des choses qui en fait sont des facteurs de stress. Par exemple, des questions sur en fait, le métier, où on en est. Est-ce que c'est toujours une source de joie ou pas? Comment on réagit vis-à-vis des autres? Tu évoquais l'exemple de la rupture, qui est un très bon exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi en fait, cette rupture elle a été particulièrement douloureuse? Pourquoi, quelque part, elle a eu... Parfois même, pourquoi il y a eu cette rupture consciemment, inconsciemment, etc. Et ça, c'est vrai que c'est le travail de psychothérapie qui le permet et qui, pour le coup, honnêtement, change la vie. Ouais. Enfin, j'ai 6 ans de psy derrière. Je suis une cause perdue. Non, il n'y a pas de cause perdue. Non, mais des fois, j'ai l'impression d'être un peu fou parce que, tu vois, le podcast en ce moment, c'est pas toujours facile parce que ça me demande une énergie de fou. Et puis, je sens que je suis branlant. Hein. Là, je suis venu, tu vois, je suis venu en métro. Dans le métro, j'étais là, stabilité émotionnelle, on n'y est pas. Hein. Je savais même pas comment je me sentais. Je suis triste, je suis excité, il y a un truc de, ça bouge trop, je comprends pas. Et en même temps, tu vois, là, je suis en face de toi et je fais quelque chose que j'aime et je trouve que c'est génial parce que ça permet de partager et d'avoir des gens passionnants. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a c'est pas évident. Je trouve que ça, quand on est dans ces moments-là, ça demande à prendre sur soi et ça demande beaucoup de courage. Et je me rends compte que potentiellement, même les gens qui traversent des moments où ça va pas,
eh ben, ils sont très courageux parce que quand ils continuent, des fois, ça c'est plus facile de rester chez soi et de ne rien faire, quoi, en soi. D'où te vient cette passion pour la psychologie ? C'est une bonne question. Alors, ça vient. Moi, j'ai découvert la psychiatrie pendant le stage à l'hôpital. En fait, quand on est étudiant en médecine, on fait, pendant les 6 premières années, on passe dans plein de services pour découvrir les différentes spécialités. On passe en cardiologie, en pneumologie, etc. Et moi, la psychiatrie, j'avais pas mal d'idées reçues sur le sujet. Et en arrivant dans le service, je me suis senti vraiment comme un poisson dans l'eau. J'ai trouvé que c'était complètement fascinant, en fait, les maladies psychiatriques, que aussi on pouvait atteindre le rétablissement, la guérison, que finalement les médicaments marchaient aussi. C'est des idées reçues que j'avais, comme quoi ça servait à rien de faire 10 ans de médecine pour en final consoler des gens. Donc j'ai vraiment adoré. Puis ensuite j'ai décidé de choisir ça après le concours de l'internat, donc pour me spécialiser en psychiatrie. Et puis j'ai compris avec un peu de recul aussi que ça faisait aussi partie de mon histoire familiale, notamment de ma grand-mère dont j'étais très proche, qui a eu un épisode dépressif très sévère, hospitalisé dans les années 70, mais dont elle m'a parlé en fait au moment où je lui ai dit, parce qu'elle suivait mes études de médecine de près, où je lui ai dit voilà, je suis en stage de psychiatrie, j'adore, et en fait c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit en fait tu sais, moi aussi j'ai eu un épisode, j'étais hospitalisé plusieurs mois. Et à l'époque, c'était tellement loin de l'image que j'avais de quelqu'un qui avait une dépression, puisque ma grand-mère était quelqu'un d'hyper dynamique. Elle a travaillé jusqu'à littéralement au dernier jour de sa vie. Enfin, c'était vraiment quelqu'un d'incroyable et puis de très solaire, très curieuse. Enfin bon, très très loin. Qui avait 1000 projets par jour, très loin de l'image de ce que j'avais d'une personne dépressive. Et aussi, son histoire, elle continue de me porter parce que c'est vraiment une histoire qui m'a donné beaucoup d'espoir. Me dire, en fait, cette femme qui était ma grand-mère dans les années 70, qui était une femme antillaise, qui est née en Martinique, qui n'est pas allée du tout beaucoup à l'école, qui a réussi à aller qui a été amené par sa famille, et notamment par ma mère, aux urgences pour des soins en psychiatrie, parce qu'il ne connaissait rien à la médecine, à la psychiatrie, mais il se rendait compte que ça n'allait vraiment plus du tout. Et elle a été prise en charge à l'hôpital public à l'époque, et elle a fait un épisode traité avec des médicaments et elle n'en a pas refait d'autres. Et c'est vrai que cette histoire, elle me porte encore, parce que c'est vraiment, comme tu disais, je trouve qu'on n'est pas assez respectueux. Enfin, moi, en tout cas, je suis énormément admiratif des patients que j'accompagne et puis des personnes qui ont des troubles psy en général, parce que c'est vraiment très dur de vivre avec, parfois de s'en sortir. C'est des parcours qui sont longs mais qui sont extrêmement inspirants, et je trouve que cette histoire de me dire en fait peut-être que le médecin aurait pu dire bon, en fait cette femme elle a aucun espoir de guérison, ou elle se plaint pour rien, etc. L'histoire n'a pas du tout été la même, quoi. Il a cru en ses symptômes, il l'a pris en charge, et ça fait que les 40 ans après de sa vie, elle les a passés complètement sans symptômes et sans même que ce soit visible. Comme tu dis, donc elle représentait quelque chose de très beau finalement, malgré tout, quoi. Et quand même les exemples que tu donnes dans ton livre et dans la pop culture, quand on voit une Lady Gaga qui performe de fou et qui crée, alors qu'on sait que mentalement, quand on voit son documentaire, c'est pas la folie, quoi. Ouais, bien sûr. Typiquement, Lady Gaga, elle a parlé beaucoup de santé mentale et à plein de moments différents. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que parfois, il y a cette idée reçue, alors qu'il y a sur toute la santé mentale, mais aussi sur les stars, de dire ils parlent de ça juste pour faire leur intéressant, ou parce que c'est un rôle ou machin. Et en fait, quelqu'un comme Lady Gaga, elle en a parlé à plein de reprises. Elle a parlé des violences sexuelles, elle a parlé d'un épisode psychotique qu'elle a fait, elle a parlé d'un médicament antipsychotique qu'elle a pris, notamment pour écrire une chanson, l'album Chromatica. Et donc elle a dédié une chanson à ce médicament, donc ce médicament, en fait, il l'aidait à contrôler son cerveau quand il faisait n'importe quoi, ce qui est une très belle manière de parler de santé mentale. Elle a joué dans Star is Born. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un engagement sincère à une cause et qui explose complètement les idées reçues, et dans son documentaire également. Et ça, c'est quelque chose de très, très beau.
Ouais, ouais, et d'ailleurs j'y pense parce que moi j'ai beaucoup réfléchi là à l'idée à quel point j'allais en parler, mais en fait je me voyais pas te recevoir sans en parler, et en fait je suis trop authentique dans ma manière de communiquer pour ne pas en parler, et surtout je ne veux absolument pas en parler pour faire semblant que ou faire mon intéressant. En fait, c'est un vrai problème dans ma vie aujourd'hui. Et justement, les gens ont tendance à penser, moi, que je pète le feu tout le temps parce que j'ai une énergie, parce que si tu me vois en soirée, je suis le premier sur la piste de danse. Et du coup, les gens peuvent pas du tout imaginer l'envers du décor qui pourtant est là. Donc, quelque part, je peux être une machine de guerre comme une voiture éclatée au sol. Tu vois, dans l'idée. Avant de conclure, je voulais juste j'y pense. Hier, le psychiatre m'a dit, est-ce que vous connaissez le Prozac? Je lui ai dit oui, dans une chanson de Mylène Farmer. Ah ouais, effectivement. Très Poppy Psy, très Poppy Psy. L'instant X. Exactement. Où elle avait transformé le mot parce que c'était pas, elle pouvait pas le le dire. Zoprac. Exactement. Je trouvais ça drôle. Mais donc effectivement, je connaissais le mot via Mylène. Toi, si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que tu as ces 2 livres, Pop and Psy, qui sont vraiment sur la pop culture et qui vont dans vraiment... Parce que là, on a parlé de troubles dépressifs principalement, mais en fait, tu parles d'énormément de troubles de la santé mentale. Je pense qu'on pourrait faire un épisode sur chaque trouble en soi. Tu as également un événement canon que j'ai loupé l'année dernière, mais tu le refais cette année, j'imagine. Exactement. Eh ben, je serai là. Trop bien. Le festival Pop et Psy. Et ça, c'est super. Ou en gros, qu'est-ce qui se passe dans ce festival? En fait, pendant 3 jours, il y a des talks, des tables rondes, des conférences avec des artistes, des célébrités. L'année dernière, on a eu Muriel Robin, par exemple. On a eu Julie Godrèche qui est venue, Jérémy Ferrari, donc qui viennent parler de santé mentale. Il y a aussi des tables rondes où là, on parle d'un sujet comme le trouble bipolaire, les troubles du spectre autistique, mais aussi le coût mental du racisme, le sujet lié aux LGBT-phobies. Donc vraiment des sujets qui peuvent concerner tout le monde, avec à chaque fois des médecins, des experts, des personnes concernées, des artistes. Et le soir, il y a un temps de concert, de DJ set. On parle de ça, une expo et un village des solutions. Donc c'est vraiment un événement qui est gratuit, qui est hyper inclusif, très joyeux, coloré. Et cette année, ce sera du 9 au 11 octobre à Communal à Saint-Ouen. Alors c'est ça que j'adore justement avec toi, c'est que c'est pop, c'est que c'est coloré, et que justement ça permet d'enlever les tabous et d'y aller. Et même quand tu cites là les gens que t'as eu comme Jérémy Ferrari, Muriel Robin, ça montre que dans la pop culture, c'est des gens qui peuvent créer, qui peuvent sourire, qui peuvent être de bonne humeur, et qui pourtant peuvent avoir des troubles, et c'est ça qui est top. Il y a ton Instagram également, je mets tous les liens dans la description. Et tu consultes? Oui, je travaille 3 jours par semaine à l'hôpital. Ouais, l'hôpital Saint-Antoine. À l'hôpital Saint-Antoine. Paris. Ouais, à Paris. Donc si on te trouve sur Doctolib si les gens veulent prendre rendez-vous avec toi, ou c'est plus compliqué que ça? Alors c'est plus compliqué parce que j'ai une consultation spécialisée à l'hôpital Saint-Antoine, notamment sur la prise en charge du chemsex, et qui est actuellement complètement saturée, donc c'est assez difficile, et j'ai plus d'autres créneaux disponibles pour le moment. En tout cas, on peut te suivre, aller à tes événements. Le chemsex, ça tombe bien parce qu'on va parler dans un autre épisode, sujet qui m'interpelle et qui m'intéresse aussi beaucoup. Donc on te retrouve dans un autre épisode, et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je ne sais absolument pas comment cet épisode va être perçu. J'avoue que ce n'est pas évident pour moi. Il y a une certaine peur, un certain jugement, un auto-jugement que je peux me donner sur même une certaine honte vis-à-vis de ce trouble, de ce trouble, cet épisode dépressif. Ça explique bien des choses, et comme m'a dit mon meilleur ami il y a quelques jours, peut-être qu'aujourd'hui tu as trouvé une solution à ce mal-être qui s'installe petit à petit dans ta vie depuis 3 ans, depuis ta rupture. L'idée était vraiment là de le faire à chaud. Ce n'était pas forcément voulu ni prévu, mais ça s'est présenté puisque, comme je l'ai expliqué dans l'intro, ce rendez-vous avec ce psychiatre Jean-Victor Blanc a été planifié le lendemain d'un rendez-vous que j'avais où j'ai été diagnostiqué. Mais il était planifié avant que je sache tout ça. Et donc, ça me paraissait évident de dire la vérité. Je ne me voyais pas mentir, je ne voyais pas quelque part
faire semblant que tout allait bien et de parler de santé mentale de manière généraliste, en mode oui, on va parler de ça, mais moi ça me concerne pas. Non, alors ça a été évident que, allez, dès le début, on en parle. Je pense que dans ce podcast, peut-être que tu ne me contrediras pas, là où je suis le meilleur, c'est quand je parle de choses par lesquelles je traverse. Parce que du coup, ça rend sûrement, en tout cas, vous me le dites souvent, une certaine authenticité aux épisodes. Je n'aime pas trop faire des choses qui soient un peu journalistiques. J'aime être dans la vie, dans la vraie vie, et même quand la vraie vie, elle n'est pas super jolie. Comme là, c'est sûr que c'est pas sexy sur le papier, ce que j'annonce, mais c'est la vérité. Et ça m'empêche pas d'avoir une après-midi comme aujourd'hui avec des amis, à parler pendant 5 heures et à rire et à rigoler et avoir même de l'autodérision sur cet épisode dépressif. Ça m'empêche pas d'aller à des concerts, de faire des apéros. Ça m'empêche pas d'en parler aussi. Je me rends compte que la parole est quand même libère pas mal de choses, puisque plein de gens avec qui je discute, et quand je dis plein, c'est vraiment, je pèse mes mots, quasi à chaque fois que j'évoque cette idée d'antidépresseur et de dépression, et en fait, en face de moi, j'ai des gens qui me disent soit ils ont déjà été sous antidépresseurs, soit ils le sont actuellement, mais personne ne le sait. Et souvent, certaines de ces personnes-là me disent uniquement mon cercle très proche est au courant. Mes parents, mon conjoint, ma conjointe, mais en fait, même leurs amis ne le savent pas. Et vu que j'ai tendance à dire les choses avec une certaine liberté, en fait, les gens se confient. Et je me suis rendu compte que j'étais loin d'être une personne unique. Je fais partie de ces cas très bateaux de tous ces gens qui ne vont pas très bien. Et c'est comme ça, et ça fait partie du jeu. J'en parlerai davantage, j'ai pas forcément envie d'aller plus loin. Je vais pas faire une outro là, de fin trop longue. L'idée étant je me dis si ça peut t'inspirer en tout cas à oser peut-être, on parle d'audace dans ce podcast, peut-être oser ou pas passer la porte d'un psychologue, d'un psychiatre, n'hésite pas, parce que peut-être que c'est ça dont tu as besoin si tu tournes en rond depuis bien trop d'années, que en fait tout ce que tu essayes ne fonctionne pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose à creuser ? Je ne pousse absolument pas, et ça je l'ai dit dans l'épisode, c'est mon parcours, c'est ce que je vis. Si ça fait écho et que tu sens que ça te fait un appel, vas-y. Par contre, évidemment, je ne te force pas et je ne dis pas que les antidépresseurs sont une solution à tout. Je n'en sais rien d'ailleurs, moi c'est un début. Mais si ça peut t'amener, toi, à te questionner en disant « Bah ouais, moi ça fait peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans que je tourne en rond et que j'ai des ruminations, j'ai des baisses de morale, ça va pas trop », puis ça s'installe dans le temps. On l'a vu avec Jean-Victor Blanc, comment on peut faire la différence entre un coup de mou et quelque chose qui peut être plus médical. Et si ça peut t'aider à aller plus loin, n'hésite pas. Et si ça t'a juste permis de t'informer, tant mieux aussi, et peut-être comprendre, et peut-être enlever le voile là-dessus. D'autres personnes l'ont fait avant moi, je suis loin d'être nouveau. Je pense d'ailleurs à Panayotis Pasco, qui a écrit un livre sur le sujet, aussi, un livre passionnant, où il se livre à cœur ouvert. Et je pense que ça fait du bien, des gens qui ont du succès, qui sont souriants, je parle pas que, c'est pas de moi forcément, j'ai mon petit succès avec mon podcast, à mon échelle, je peux être souriant et justement faire la fête au bout de la nuit, mais je peux aussi être, si j'ai été voir un psychiatre, c'est que plein de fois je vais pas très bien, et ça veut dire qu'il y a plein de gens qui font plein de choses, mais qui ont ce trouble-là, et peut-être en parler, c'est une ouverture qu'il n'y avait pas il y a quelques années, et c'est en train de s'ouvrir. Merci beaucoup en tout cas pour l'écoute. Je mets les informations dans la description si peut-être tu as besoin d'un numéro d'urgence. Faut pas hésiter, en tout cas, ne reste pas seul. Je ne sais pas qui écoute cet épisode à quel moment, mais tu n'es pas seul, donc n'hésite pas à appeler quelqu'un, à un numéro d'urgence, ou même si vraiment tu as besoin, je suis pas disponible là tout de suite peut-être, mais à m'envoyer un message sur Instagram si tu as besoin d'en discuter, puisque j'ai bien compris que la parole peut être aussi une vraie aide au quotidien et que ça fait du bien de ne pas s'en sentir seul. En tout cas, le podcast ne s'arrête pas, des épisodes sont prévus, des épisodes avec des gens que j'adore, et oui, je traverse ça, mais ça m'empêchera pas de créer, puisque au contraire, créer, ça peut être aussi thérapeutique, et c'est thérapeutique de le partager
avec vous. Donc merci de votre soutien, merci d'être là, merci pour ces écoutes. Il y a quand même une augmentation de 40% d'écoutes depuis le début de l'année, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas vous êtes là. Et ça, je ne peux que vous remercier. À très bientôt. Salut.